suite, je vais passer la parole à notre ami Mimoun Freddy. Mimoun, je t'appelle pas à la barre, mais Alors, Mimoun, comme je l'ai dit, donc, a une expérience vraiment polyvalente. C'est un amoureux de la formation continue, un formateur apprécié au niveau des réseaux où il intervient, au niveau des entreprises qui le sollicitent pour justement tout ce qui touche à la prévention. Donc, à toi la parole, avec ton expérience donc, de terrain sur que font les pharmaciens d'officine en France en matière de prévention au niveau des maladies non transmissibles et dans l'accompagnement des patients. Merci Najia. Salam alaikum, bonjour à tous. Je voudrais remercier mon ami Younes, ça fait 20 ans. Je voudrais remercier tout l'ensemble d'équipes de EasyCom qui œuvrent à la réussite de cet événement depuis plus de 20 ans. Ma contribution est modeste dans la mesure où je vais relater ce que je fais depuis 2014. Donc je suis pharmacien d'officine comme vous. Et donc ce que nous on fait actuellement en France, on a deux types d'interventions au niveau des suivis, des accompagnements des patients. On a tout ce qui est conventionné avec la sécurité sociale, c'est-à-dire avec une rémunération. Mais au préalable, on est invité, voire on insiste sur le fait que la formation des pharmaciens est très importante. Donc aucune activité, toutes les activités sont déclarées aux ARS qui, elles, décident de financer tel ou tel projet en fonction, parce que nous avons un système de financement qui est bicéphale, c'est-à-dire on a des actions qui sont financées par la sécurité sociale et on a des actions qui sont solides des ARS. Donc le système de santé français, il est tendu, on a un désert médical, on a la crise Covid qui a épuisé les professionnels de santé, et le plus inquiétant, c'est qu'on a des parcours de soins décousus des patients. Quand on prend les patients diabétiques ou hypertendus, eh bien, c'est un patient diabétique qui doit avoir un diabétologue, un cardiologue, une diététicienne dans l'année. Malheureusement, avec la crise Covid, eh bien, les patients ils sont perdus dans les méandres du système de soins. Si on rajoute, là où j'exerce, c'est une patientèle qui est allophone, donc de différentes nationalités, qui a du mal à se retrouver dans le système de soins. Donc à partir de, je pense, 2017, on a commencé les entretiens pharmaceutiques sur les anticoagulants, donc les AVK, d'abord les directs et puis les indirects. Les anticoagulants directs sont descendus à 20%, parce que maintenant, ce sont les AOD qui sont les plus prescrits. Au niveau de l'asthme, c'est le suivi du patient, comme je dis, il y avait une rupture, et c'est très difficile quand vous commencez un entretien, parce que nous, les entretiens pharmaceutiques, ça se fait en 2 fois, à 6 mois, et donc il faut toujours garder le lien avec le patient pour le faire revenir. Malheureusement, on ne réussit pas toujours à avoir les patients sur les 2 ans pour faire complètement la prestation. Les nouveautés actuellement, c'est la chimiothérapie orale, parce que maintenant le pharmacien peut faire des entretiens où on reçoit le patient juste après son hospitalisation ou la déclaration de la maladie. Et on va surtout faire un suivi sur les effets indésirables et puis les accompagner dans les interactions avec l'autre, avec le plus de les traitements. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle la réconciliation en Suisse. Chez nous, c'est la conciliation pharmaceutique. Mais on travaille aussi en relation avec les hôpitaux. La plupart, maintenant, en France, les professionnels de santé on essaie d'encourager ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, où c'est plusieurs professionnels de santé qui vont prendre en charge le même patient. Alors, quand on n'est pas intégré à la CPTS, malheureusement, on ne peut pas exercer toutes les autres missions. Dans le cadre de mon exercice, moi, je suis dans une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle, avec 10 diététiciennes, médecins généralistes, 3 pharmaciens. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des réunions tous les mois et on choisit 1 ou 2 projets. Le dernier, nous, c'était sur l'adaptation posologique des AVK, c'est-à-dire les pharmaciens qui sont dans la CPTS, on peut changer les posologies. Et après, on a ce qu'on appelle une messagerie sécurisée.
Et à la fin de chaque bilan, on va envoyer un compte rendu de ce qu'on a vu avec le patient et quelles sont les adaptations posologiques qu'on a fait. En ce qui concerne la femme enceinte, c'est surtout l'accompagner pendant sa grossesse, lui expliquer les examens, l'automédication. Et surtout dans ma patientèle, c'est une patientèle qui est du Sahel, on a beaucoup de diabète gestationnel. Donc c'est la prévention du diabète, ou au moins l'orienter vers le médecin pour qu'elle fasse les examens bien avant qu'il y ait l'installation d'un diabète gestationnel, et surtout voir si elle a déjà fait un pré-diabète. Et donc c'est au cas où, si elle envisage une nouvelle grossesse, donc le deuxième enfant, il y aura quand même une surveillance plus rapprochée en faisant des HbA1c, ou alors ce qu'on verra tout à l'heure pour les TROD. Dans les entretiens non conventionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés par la sécurité sociale, je fais des entretiens diabète et parfois je fais quelques sevrages tabagiques. Pour les maladies cardiovasculaires, dans le cadre de mon groupement qui est Géropharm, je pense qu'en 2017, on avait déjà fait un protocole de surveillance qui consiste à recevoir le patient, faire un IMC, un tour de taille, une glycémie et surtout les facteurs de risque. Et après, on fait un compte-rendu toujours au médecin, toujours par l'intermédiaire d'une messagerie sécurisée. Alors, les dépistages en officine, nous en avons plusieurs. Donc, dépistage HTA, donc à l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Donc, on met à disposition des patients des tensiomètres. Et puis, on leur explique les mesures tensionnelles, comment ils font 3 fois au repos, matin et soir, au bout de 3 jours. Et après, ils rapportent ces mesures-là à leur médecin généraliste ou leur cardiologue. Le dépistage de la BPCO, c'est par le peak flow, donc par des mesures de souffle. Le dépistage du diabète, il y a le find risk et les trop de glycémie. Le cancer colorectal. Alors actuellement, ce qu'on a, on a une prestation avec la sécurité sociale, on distribue le kit du cancer colorectal, donc on reçoit la personne, on regarde l'éligibilité, et après on lui explique comment elle fait son test et comment elle l'envoie au service qui va traiter le test, et après qui va contacter le médecin au cas où, si c'est positif. Le dépistage de la dénutrition des personnes âgées, ça on l'exerce dans le cadre de la CPTS, on est en train de travailler dessus, mais il faut toujours l'accord, quand on fait un projet dans le cadre d'une IMSP, on demande toujours l'accord de l'ARS, et en fonction des ARS, selon les actions qu'elles mènent, selon le département et la région, on fait pas telle action. Alors, à l'avenir, ce qui va arriver, ça c'est vraiment de la prévention, nous allons avoir ce qu'on appelle des bilans de prévention par tranche d'âge, 18-25, 45-50, 60-65, 70-75. Il y a un questionnaire qui est élaboré, je vous ai mis celui de 45-50 ans. Il y a 2 manières de faire. Soit le patient, il va sur son espace santé de la sécurité sociale, il va remplir ce questionnaire qui a environ une trentaine de questions. Après, nous, on a accès à ce questionnaire, on va le recevoir et on va voir où est-ce que ça pêche au niveau de sa santé. Est-ce que c'est manque d'activité physique? Est-ce qu'il faut donner des conseils diététiques? Est-ce que c'est au niveau du traitement? Et à partir de ça, on va déterminer une stratégie avec lui en définissant 1 ou 2 objectifs. Et puis, on va le recevoir plus tard, 6 mois plus tard, pour voir où il en est, avec une évaluation, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Toujours, la problématique actuellement qu'on a, nous, c'est ce qu'on appelle les messageries sécurisées, c'est que parfois, les médecins, ils lisent, parfois, ils ne lisent pas, ils sont débordés. Donc, il faut être persévérant, il faut quand même renvoyer s'il le faut, voire appeler le médecin, même si c'est difficile de l'avoir. Je vous remercie. Je suis à votre disposition s'il y a des questions sur la pratique. Merci beaucoup, Mimoun. On aurait souhaité t'écouter même encore plus. C'est vraiment intéressant ce que vous faites. Tu as pu nous faire un tour d'horizon donc des entretiens conventionnels qui sont rémunérés par l'assurance maladie, ainsi que ceux qui sont non conventionnels. Et donc de votre contribution au dépistage pour les maladies cardiovasculaires, pour la BPCO, le diabète, le cancer colorectal, qui n'est pas effectué donc en officine. Par contre, celui-là, c'est le kit qui est remis et expliqué aux patients, d'après ce que j'ai compris. Et certains dépistages donc de tout ce qui est comportement alimentaire. Tu as pu nous faire aussi
apporter l'information sur les bilans de prévention primaire qui se mettent en place. Donc il y a des choses à prendre dans l'expérimentation, dans ce qui a été les expériences réussies, qui sont déjà mises en place, qui sont reconnues par l'assurance maladie en France, et qu'on peut donc utiliser comme dans nos plaidoyers, et comment les faire également. Les pharmaciens, on l'a compris aussi, pour les entretiens sur les AVK, sont au plus près des patients pour aider également et réadapter les doses pour les patients. Voilà, donc j'invite notre dernier intervenant, et qui n'est pas des moindres, c'est notre ami Prosper Yag, donc vice-président de la Fédération internationale de la pharmacie, qui va donc nous parler de l'appui de la FIP pour la contribution donc, des pharmaciens aux maladies non transmissibles. Et je vous invite à nouveau à aller télécharger ce document et le lire. C'est vraiment un énorme outil de plaidoyer auprès des autorités, auprès de nos dirigeants. À toi la parole. Merci Nadia. Alors, voilà, on va parcourir rapidement quelques slides. Et surtout, on va aller à l'essentiel qui consiste en ce que tu viens de dire, à savoir qu'est-ce que la FIP peut apporter aux organisations membres. Alors, on va passer, parce que ce qui est marqué ici a été dit, comment répondre. Le programme de transformation de la FIP a une équipe constituée de personnes très compétentes qui sont à votre service et que vous pouvez solliciter à n'importe quel moment quand vous avez des soucis. Voici les programmes prioritaires de 2024. Et vous voyez que les NCDs, les maladies non transmissibles, figurent à la 7e position. Le combat contre les NCDs, les maladies non transmissibles, est un combat planétaire. Il concerne tout le monde. Les statistiques sont là, on les a évoquées avec Francis et notamment. Mais que peut faire le pharmacien? Le pharmacien peut participer à la promotion et à l'éducation à la santé. J'ai des problèmes avec mes lunettes, c'est pour ça que je les enlève. Ok. Non, les lunettes, non, ça va. C'est bon, okay. Dans la promotion et l'éducation à la santé, la détection précoce, on en a parlé, le triage et le référencement, la pratique collaborative interprofessionnelle, la gestion de la maladie, y compris l'observance des traitements, l'optimisation du traitement, contribuer à façonner les politiques publiques. Et là-dessus, je m'arrête un instant pour dire que la FIP peut aider nos organisations membres à influencer les politiques. Et je suis heureux de le dire ici, en présence des présidents des ordres des pharmaciens d'Afrique. Nous pouvons aider les organisations, les ordres professionnels à travailler avec tous les stakeholders, les policy makers, pour changer, pour introduire de nouveaux services dans la loi. Nous avons commencé à en parler au Sénégal au dernier forum. J'espère qu'on en reparlera au Togo dans les mois prochains. Nous devons transformer, nous devons changer nos textes pour qu'ils intègrent les services pharmaceutiques. Et la FIP peut nous y aider. La recherche basée sur la pratique, bien entendu. Alors, pour répondre à ce défi mondial, à cet impératif, il y a un certain nombre de textes, ou plutôt d'engagements qui ont été pris, notamment la déclaration d'Astana qui a été signée en 2018 entre la FIP et l'OMS pour accompagner l'OMS dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, en insistant sur les soins de santé primaire. C'est un objectif de développement durable également, avec
cet objectif de 2030, qui a été maintenant, on parle plutôt de 2035, cible 3 et 4, et qui concerne donc les décès prématurés dus aux maladies non transmissibles. Voici les objectifs de développement de la pharmacie qui vont concerner la transformation de la pratique et qui va permettre de mieux adresser le problème de la lutte contre les maladies non transmissibles. Vous en avez quelques-uns ici, mais c'est surtout le 15e, les soins centrés sur la personne, qui va être celui sur lequel on va le plus insister. Le programme des maladies transmissibles à la FIP vise à fournir des outils et un soutien stratégique aux organisations membres de la FIP pour développer et mettre en œuvre des services pharmaceutiques pouvant avoir un impact positif durable sur la prévention, améliorer les résultats et apporter de l'efficacité au système de santé. La mission de ce programme, c'est aider les organisations membres à évaluer leurs besoins dans leur pays en services pharmaceutiques pour, évidemment, lutter contre le fardeau des NCDs, fournir des conseils pour la formation et l'éducation des pharmaciens, ça c'est fondamental, en transformant la manière dont ils fournissent des services aux NCDs, soutenir les organisations membres et les pharmaciens individuellement par la mise en œuvre des services et des programmes pharmaceutiques susceptibles de réduire le fardeau des MNT. Ça va concerner les domaines dont on a parlé tout à l'heure, le diabète, la santé mentale, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires. Et 5 domaines d'intervention, la prévention, le dépistage, on en a parlé, le référencement, vous voyez très bien que vous retrouvez tout ce qu'on a dit tout à l'heure. 5 domaines de transformation et d'appui de la FIP. L'appui de la FIP, vous pouvez l'avoir dans quel domaine? Dans les besoins et priorités épidémiologiques des services professionnels, des besoins réglementaires, l'accès aux services, des infrastructures, des technologies nouvelles dont on a parlé, la capacité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire la formation, la transformation des capacités, le renforcement de capacités de la main-d'œuvre pharmaceutique, le plaidoyer en cas de besoin. Voilà donc les domaines qui vont être les domaines d'intervention de la FIP. Quelle est l'approche et le processus? Manifestation d'intérêt d'abord de la FIP avec une organisation membre, la signature d'un memorandum of understanding, d'un accord, des besoins de base identifiés, l'évaluation de ces besoins, la collaboration pour arriver à l'élaboration d'un plan stratégique élaboré évidemment en collaboration avec les member organizations, l'implémentation dirigée par la FIP et l'organisation membre avec le support de la FIP, c'est une petite erreur. Puis l'évaluation du programme, bien entendu. Les ressources du programme, vous les avez sur le site de la FIP. Vous avez eu des boîtes à outils qui vous permettent de vous orienter. Les ressources, elles sont nombreuses. Allez sur le site, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ceci concerne le tabac qui s'est ajouté et dont vous connaissez les conséquences. Naja en a parlé tout à l'heure. Les ressources, vous taguez ce QR code, vous l'enregistrez et vous accédez aux ressources. En guise de conclusion, avant de me remercier, je voudrais m'adresser aux organisations membres et surtout aux ordres professionnels aux syndicats et aux ordres professionnels, aux ordres des pharmaciens. Adhérez à la FIP. Adhérez massivement à la FIP. On est tous gagnants.
Nous avons un chantier, le chantier des services, le chantier de la rémunération. Les Européens en ont parlé. Nous devons commencer à parler d'une rémunération de services dans nos officines. Nous devons faire des dépistages dans nos officines. Nous devons faire de l'accompagnement et de l'aide à l'observance dans nos officines. Ces services ne doivent pas rester gratuits. Pour qu'on y arrive, il faut qu'on travaille ensemble pour adresser et pour parler avec les policymakers, avec les hommes politiques, leur faire comprendre, comme les Canadiens l'ont fait, comme les Suisses l'ont fait, comme les Américains le font. Le service pharmaceutique doit être payé, mais il n'est pas en concurrence avec le soin donné par le médecin. Chacun reste dans son coin, mais nous collaborons ensemble dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt de la santé publique de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Prosper Yag.